Coucou et bienvenue dans ce podcast. J'y trouve une manière de donner la parole au cœur et c'est justement exactement ce que j'aime faire. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder le thème du cancer du sein. Je suis donc partie à la rencontre de Floriane, mariée à Stéphane et maman de 2 adorables jeunes garçons. Elle, nous parle de cette maladie qu'elle a dû combattre courageusement. Alors, tout a commencé déjà en novembre 2019 où j'ai appris qu'il y avait le gène du cancer du sein dans ma famille. Et là, j'y pensais pas encore, j'étais en pleine forme. Et c'est suivi du mois de mars 2020, ce fameux mois de mars 2020, où j'ai senti des douleurs sous l'aisselle. Là, j'ai commencé à me dire que je pouvais avoir un problème. J'étais en attente de savoir si j'avais le gène du cancer du sein, en fait, le BRCA1. Et quand j'ai eu des douleurs sous l'aisselle, je me suis dit que ça pouvait être ça. Un beau soir, j'étais toute seule à la maison où j'ai commencé à avoir bien peur. J'ai téléphoné chez mon gynécologue et puis j'ai assez rapidement fait un ultrason du sein. Voilà. J'ai eu l'ultrason le 18 mars. Quand je suis allée faire l'ultrason, le médecin, le radiologue, il m'a tout de suite dit que c'était pas un kyste. Donc qu'il allait tout de suite faire une biopsie. Un quart d'heure après, j'avais la biopsie qui était faite. C'était hyper rapide, c'était un petit peu le branle-bas combat. Il faut savoir que les hôpitaux étaient vides à ce moment-là. C'était en plein Covid. Donc voilà, en même temps, j'avais les hôpitaux pour moi. Donc voilà, j'ai fait la biopsie directement et là je savais au fond de moi déjà que c'était un cancer parce que je venais d'apprendre que j'avais le gène en fait, entre-temps. J'ai eu les résultats le 24 mars chez le gynécologue. Je suis allée avec Stéphane et là il nous a dit que c'était bel et bien un cancer du sein, que c'était le cancer assez typique du gène. Donc, un des plus violents de cancer. J'étais au stade deuxième stade sur 3. On ne se sent pas forcément bien. Et toi, Stéphane, t'as ressenti quoi au moment de l'annonce du médecin ? Un choc, on va dire, émotionnel, une grande tristesse. Et puis après, on pense vite aussi aux enfants, à la vie familiale qui va être bouleversée. Et puis voilà, donc on se fait déjà pas mal de films dans la tête, quoi. Tu te projettes automatiquement en avant, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Donc vous êtes rentrés les deux à la maison. Et puis vous l'avez annoncé directement aux enfants, bien comment ça s'est passé ? Les enfants, ils savaient que j'étais dans l'attente des résultats. Ils savaient que c'était pas très bon signe. J'aurais tout de suite dit. Pour moi, c'était vraiment important de leur en parler le plus vite possible. Quand ils sont rentrés, nous on est rentrés du médecin, on a respiré un coup quand même. On n'a pas accusé l'annonce. Et puis après, quand on a les enfants qui sont venus, qui sont rentrés, on leur a forcément tout de suite dit que ça allait être un marathon qui allait commencer dans notre famille. Comment est-ce que vous l'avez annoncé à votre entourage ? Parce qu'en plus, il faut rappeler que c'était le Covid, on ne pouvait pas se voir, on était cloîtrés chez nous. Alors déjà, nos parents proches, ils étaient au courant que j'étais en attente de ces résultats, donc on a quand même téléphoné rapidement pour dire que c'était bel et bien le cancer du sein. Et sinon, pour les amis, l'entourage plus éloigné, moi j'ai vraiment eu le besoin d'en parler au plus de monde possible. J'avais besoin de l'expliquer. Effectivement, on pouvait voir personne, on était à la maison. J'ai fait une petite vidéo où j'expliquais ce qui m'arrivait et je l'ai envoyée à beaucoup de mes amis en fait, pour qu'ils soient au courant de ce qui se passait. Je me suis dit aussi, dans quelques temps, on va tout rouvrir, j'aurai plus mes cheveux, ou je savais encore pas les traitements que j'allais avoir.
Mais je pensais aux chimio. Du coup, je me suis dit qu'il faut le dire le plus vite possible au plus de personnes que je connais. Et puis la suite, comment ça s'est passé? Tu as directement un rendez-vous, j'imagine, pour commencer le traitement. Je pense pas qu'ils attendent très longtemps avant de commencer. Ou bien est-ce que tu as eu le choix aussi du traitement, ce que tu avais envie de faire? Alors j'étais à un stade où j'avais pas le choix. On a toujours le choix, mais mon choix était de vivre, alors j'ai pas eu le choix sur les traitements. 2 jours après le gynécologue, donc le 26 mars, j'étais chez l'oncologue, donc le médecin du cancer, que je découvrais ce que c'est un oncologue. J'ai appris beaucoup de choses avec cette maladie. J'étais à Fribourg chez l'oncologue le 26 mars, et là, il m'avait déjà fait un planning bien défini sur mon futur. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Il m'a expliqué qu'on allait y arriver, on allait battre ce cancer, que c'était tout à fait faisable, qu'il y avait des bonnes chances de réussite. Il m'a mis assez en confiance, en fait. Il m'a dit que ça allait être un marathon, il m'a dit que ça allait pas être facile, mais qu'on pouvait le faire et que ça allait le faire. Donc là, il m'a tout de suite annoncé c'est 4 grosses chimios toutes les 2 semaines, après 3 semaines de pause. Ensuite, il y aura 12 chimios chaque semaine, enfin une chaque semaine pendant 3 mois. Après, j'aurai 1 mois et demi pour me requinquer avant de passer à l'ablation des 2 seins. Là, j'avais le choix pour les seins. J'ai choisi d'enlever les 2. Histoire qu'on ne recommence pas. Après l'ablation des seins, 25 séances de radiothérapie. Et puis, voilà pour le minimum vital. Ce qu'il y a avant tout ça, c'est les contrôles médicaux pour savoir si on peut accepter, si notre corps va être capable de recevoir tous ces traitements. Savoir où en est exactement le cancer. Un des plus gros examens. Plus lourd, l'examen, je pense, le plus lourd que j'ai eu à passer, c'est le PET scan. Donc c'est quoi? C'est un examen où on doit boire du iode et après on est dans une machine avec des... Tu sais toi? Comme une sorte de scanner. Un scanner, mais c'est... En fait, le iode, il va dans tout le corps. Et puis, où il y a de la lumière qui apparaît, c'est là où il y a les cellules cancéreuses. Oui, le produit qu'on boit est radioactif, ça c'est sûr, parce que une fois que j'ai bu le produit, je ne peux pas approcher les gens à moins de 2 mètres, pas de câlin aux enfants pendant 1-2 jours, parce qu'on est radioactif en fait. Alors ça, j'ai fait cet examen. Comme j'avais les ganglions qui étaient bien atteints, le cancer pouvait être propagé un peu partout. Et là, on ne savait encore pas trop où était le cancer. Alors j'ai fait cet examen. Et les résultats de cet examen, ça a été une attente interminable, c'était très très lourd. Et bonne nouvelle, il m'a annoncé qu'il n'y avait que le sein et les ganglions qui étaient touchés. De l'aisselle qui étaient touchés, ouais. Donc ça, c'était le plus gros soulagement que je pouvais avoir, je pense. On doit aussi faire un contrôle cardiaque pour savoir si le cœur il va supporter les chimios. En l'occurrence, on doit aussi poser un port à 4. Et pour en revenir à Stéphane, à ce moment-là, toi, j'imagine que tu gères le reste de la famille, le ménage, les courses, tout arrive dessus. Oui, à ce moment-là, ouais, on va dire que oui. C'était, on ne peut pas dire que le moment était bien choisi, mais de toute façon, il n'est jamais bien choisi. Hein. Mais c'est clair qu'avec la période de Covid, ça a encore plus chamboulé, on va dire, l'organisation. On a eu beaucoup de peine à demander de l'aide aux gens parce qu'on n'osait pas. On ne voulait pas les contaminer, on ne voulait pas non plus qu'ils ramènent éventuellement des microbes, des bactéries chez nous dans l'appartement du fait des traitements du cancer. Donc oui, j'ai eu passablement à faire avec disons, commencer par l'école à la maison, hein, puisqu'on a tout reçu. On recevait des devoirs des maîtresses directement à la maison, les courses, les commissions, donc le ménage. Aussi essayer de sortir de temps en temps avec les enfants. Et puis en même temps, il faut conjuguer ça avec le travail, hein, donc, parce que je travaille... J'allais te demander, voilà, tu as continué à travailler, tu étais à 100%. Ouais. Et tu as pu avoir peut-être une réduction, déjà due au Covid, et puis due
au traitement de Floriane ou bien? Alors, j'ai fait la demande de savoir si je pouvais travailler depuis la maison pour éviter voilà, aussi de moi d'aller vers des collègues et puis éventuellement de ramener quelque chose à la maison. Ouais. Et puis, j'ai eu de la chance que mon employeur a tout de suite accepté. Alors, je devais faire mon 100%, donc je pouvais l'étaler sur toute la journée. Donc, je pouvais travailler en gros de 6h à 22h, je devais faire mes 8h et quelques. Et puis, donc voilà, je me levais très tôt le matin, je travaillais 2 heures, j'entrecoupais pour les enfants. Je retravaillais un moment, je les mettais devant la télé, voilà. On faisait comme ça. Et toi, Floriane, tu étais à la maison entre deux traitements, tu as dû rester hospitalisée? Non, moi j'étais à la maison. Jusqu'à ce que les chimios commencent, j'étais bien. J'ai commencé les chimios le 6 avril, j'avais le mardi. Pendant 2 semaines, j'ai encore eu mes cheveux. Et là, j'avais la deuxième chimio 2 semaines après, le 6 avril. Et j'ai perdu mes cheveux le lendemain, ouais, de la deuxième chimio. Oui, ils m'avaient dit quelle date j'allais les perdre, ils ne se sont pas trompés. Oui. Mais jusque-là, j'étais sûre que j'allais pas les perdre. Tu pensais qu'ils allaient rester? Bah oui, je me suis dit pourquoi pas. Non, mais après, il y a des personnes qui me disent c'est mieux si tu rases avant, comme ça c'est toi qui sais qu'on sait que tu les as plus, ou c'est mieux de. Il y a d'autres qui disent moi j'ai pas pu, ils sont tombés, j'ai pas pu, jamais pu les raser, comme ça. Puis moi j'ai dit on va aller au jour le jour parce que ce serait dommage de se raser puis que d'un coup je les perde pas. Hein. Je trouvais ça un peu bête. Le risque était très, la chance que je les perde pas était très minime, mais bon, c'est jamais. Et puis, du coup, un mercredi matin, là, je me suis réveillée, je me suis mis la main dans les cheveux, j'avais des poignées de cheveux dans les mains. Je me suis dit, bon, cette fois, c'est bon, ils tombent. Et ça t'a choqué? Non, moi, ça m'a pas choqué. Moi, perdre mes cheveux, c'était pas vraiment difficile pour moi, en fait. C'était plus difficile pour le plus grand de mes enfants, qui lui redoutait vraiment ce moment. C'est ça quand on a un cancer avec des enfants, c'est qu'on pense à soi, mais aussi aux enfants forcément. Et je voulais faire au mieux pour lui, pour qu'il soit à l'aise avec une maman chauve. Pour moi, c'était le plus important, c'est que ma famille le vive bien en fait. Pour moi, les cheveux, c'est pas quelque chose qui fait mal, après ça repousse, c'est pas hyper grave. Dont tous mes limélos qui nous tombent dessus, c'était pas le plus important. Alors voilà. Je m'appelle Nathalie Valenzano. Je suis maman de filles 12 ans et 8 ans et demi. Et donc je suis installée ici à Ria comme profession de perruquière et prothésiste en prothèse mammaire externe depuis maintenant 10 ans. J'ai créé cet endroit, en fait, un endroit intime, c'est comme un cabinet, un institut où je vais vraiment travailler que les perruques médicales, les compléments capillaires et les prothèses mammaires externes. Donc je travaille principalement avec des personnes sous traitement de chimiothérapie ou radiothérapie ou d'alopécie. Les femmes qui viennent te voir, comment elles sont? Dans quel état elles sont? Comment tu les vois, toi? Alors, c'est très variable d'une personne à l'autre. Enfin, chaque personne le vit à sa manière. Après, elles ne viennent pas vers moi par plaisir, hein, c'est un peu par obligation. C'est vrai que surtout lorsqu'elles m'appellent, je sens que dans la voix, il y a quand même beaucoup de peur et de crainte, ou si on reste un petit peu fixé sur cette image de l'ancienne perruque qui fait vraiment pas naturelle. Et, c'est vrai que c'est une angoisse. C'est l'effet secondaire le plus redouté du traitement, c'est la perte de cheveux pour une femme ou l'ablation d'un sein, parce qu'on perd notre féminité, notre identité due aux effets du traitement. Mais une fois que je les rencontre, souvent je vois qu'elles se sont déjà pas mal préparées psychologiquement, elles ont déjà fait un pas, d'avoir pris le rendez-vous. Je pense qu'elles se préparent aussi de leur côté à vivre ça et à se dire je vais devoir porter une chevelure qui n'est pas la mienne, ou je vais devoir porter un faux sein pour passer le plus inaperçu possible. Mais ce qui est vraiment ce que je préfère dans mon métier, c'est au moment où je les vois repartir avec le travail que j'ai fait, puis
me dire elles sont arrivées avec presque les larmes aux yeux, puis elles repartent avec le sourire. Enfin, vraiment comme si elles sont libérées d'un poids, au fait. Elles se disent, voilà, avec cette perruque, je vais oser amener ma fille à l'école, faire mes courses, sans avoir peur du regard des autres, et puis rester belle et féminine malgré ce que je suis en train de vivre. Et toi, tu crées ces perruques ou bien tu essayes de reproduire la coupe de la cliente? Comment ça se passe? Alors, c'est des modèles déjà préparés pour la plupart des cas. On peut aussi faire de la confection sur mesure. Après, c'est 4 mois de confection. Donc, au niveau des délais avec les traitements, c'est pas possible de faire du sur-mesure. Du fait que la chute de cheveux se déclare environ 15 jours après la première chimiothérapie. Donc, il faut quand même que ça aille assez vite. Donc, c'est des modèles qui sont déjà faits. Moi, je vais demander à recevoir par email ou par message des photos de la personne, ce qui me permettra de voir sa chevelure, sa qualité de cheveux, la couleur qu'elle porte, et de pouvoir déjà lui préparer un choix précis qui lui ressemble. Comme ça, lorsqu'elle vient au premier rendez-vous, en général, je présente 10 à 20 perruques qui seront vraiment ciblées dans son style à elle. Et lorsqu'elle vient, on peut directement faire les essais. Et après, c'est là que moi, je vais faire un gros travail d'adaptation de la chevelure. En fait, il faut recréer un épice, il faut complètement transformer la coupe. Ça arrive que des fois, les modèles sont soit trop courts, soit trop longs. Donc du coup, je vais complètement changer la coupe de cheveux ou même le mouvement du cheveu pour adapter à la personne. Alors, il y aura inévitablement toujours quelques petites différences par rapport à sa chevelure naturelle. C'est quasi impossible de reproduire à l'identique, mais vraiment, on peut vraiment aller dans quelque chose de très proche et puis que l'entourage ne le remarque même pas. J'ai même plusieurs clientes qui sont venues vers moi en me disant que leur médecin en oncologie leur avait demandé comment c'était possible qu'ils n'aient toujours pas perdu leurs cheveux par rapport au délai de la première chimio, alors qu'elles portaient la perruque. Donc là, je me dis, c'est challenge réussi. Je suis arrivée à leur permettre de garder leur propre identité. Est-ce que tu donnes aussi des conseils? Là, je vois dans ton cabinet qu'il y a des foulards. Donc, est-ce que tu donnes aussi des conseils foulards pour celles qui n'ont peut-être pas forcément envie de mettre une perruque ou des cheveux artificiels? Quasi toutes les personnes prennent des foulards en plus de la perruque. Il y a des personnes qui ont vraiment un peu ce déni parce que le foulard, le turban, automatiquement ça affiche la maladie. Mais après, c'est vrai que pour la maison, si on fait de la cuisine, si on fait une sieste, je dis toujours, mettez un petit foulard, ça va aussi préserver la perruque, histoire de ne pas non plus trop transpirer dedans. Mais il y a d'autres personnes qui se prennent vraiment au jeu et puis elles voient ça comme un accessoire de mode. Enfin, c'est vrai que maintenant, il y a vraiment des belles choses qui sont faites, des beaux tissus, des belles couleurs. Et certaines, vraiment, elles voient ça comme un accessoire de mode et puis elles se prennent au jeu, elles en prennent une dizaine, une quinzaine et elles assortent avec les vêtements. Donc oui, c'est très personnel là aussi. C'est quoi qui t'anime dans ce métier? C'est un métier de passion, je peux m'imaginer. Oui, complètement, ouais. Moi, je me sens plus utile dans ce travail-là que dans un salon de coiffure où je vais juste faire un brushing. C'est vrai que là, je me dis, si je peux amener un petit peu de positif dans cette épreuve, moi, je suis contente si je peux leur amener un peu de réconfort et puis oui, leur permettre de rester elles-mêmes. Parce que c'est vrai qu'on trouve de tout aussi dans la perruque, donc j'essaye vraiment de sélectionner des fibres de qualité, des conforts intérieurs légers. Voilà, je me dis, si je peux leur amener un peu de positif, je suis contente. Alors la toute première chimio, oulala, j'étais pas bien. Parce que j'avais pas du tout envie d'être malade. On entend quand même ce que les chimios nous rendent malades. Hein. J'ai pas eu beaucoup d'informations. Les infirmières étaient malheureusement en sous-effectif à cause du Covid. Je me suis retrouvée un petit peu face à moi-même. J'ai fait comme je pouvais, je voulais et en même temps pas aller chercher les infos sur internet parce que je me suis dit ça c'est le début de la fin et en même temps je pouvais pas vraiment parler à quelqu'un. J'avais personne vraiment d'accessible pour m'expliquer les choses. Les infirmières n'ont pas pris le temps de s'asseoir avec moi pour être là en fait.
Elle venait, elle me branchait les chimios, elle repartait, ça s'est fait. Après, je leur en veux pas parce elles ont fait du mieux qu'elles pouvaient. Et j'ai découvert par après qu'en fait, ça se fait pas comme ça normalement. Je suis vraiment tombée dans une période compliquée. J'accueille à présent Léa Gaillard qui est infirmière et qui a réalisé un stage en oncologie. C'était une rencontre hyper touchante avec elle car je sais et je l'ai senti qu'elle a été très émue par son stage et par toutes ces rencontres qu'elle a faites avec toutes ces femmes. Alors du coup j'avais demandé de faire un stage en oncologie. J'ai eu l'opportunité d'aller au CCAC. C'est un petit centre, pour contextualiser, c'est un tout petit centre où il y a 4 infirmières. Et puis, il y a 3 oncologues qui travaillent là-bas. Honnêtement, c'était de la curiosité aussi. J'ai fait la première semaine, franchement, je vais pas dire, hein, j'ai pleuré tous les soirs. J'allais promener le chien et tout, et je me disais, mais en fait, je pleure parce que j'ai trop de chance. Et puis ça, c'était vraiment dur, parce que je m'attendais à voir des gens un peu âgés, qui étaient super pas bien. Les gens étaient pas bien, mais ils étaient pas du tout âgés. Et puis là, je me suis dit, c'est moi dans 10 ans. Et là, je me suis dit, la vie, elle va trop vite. Et puis j'ai juste trop de chance de ne pas avoir beaucoup d'entourage qui a été touché par la maladie. Puis après, les prochaines semaines, je me suis rendu compte que, en fait, souvent on me disait que j'étais un rayon de soleil. Puis je me suis dit, ah, t'apportes quelque chose. Puis c'est pour ça que j'ai fait mon métier. Du coup, j'étais trop contente de ce que je faisais. Puis après, il y a les cycles de chimiothérapie, donc je voyais mes patientes de cycle en cycle. Je voyais l'évolution, et puis il y a l'évolution physique, avec toutes les modifications corporelles. Puis il y a l'évolution aussi de la pensée, avec tout le chemin de l'acceptation de la maladie, et puis tout le chemin du traitement aussi. C'est trop bizarre à dire, mais moi j'ai eu des éclats de rire dans ce centre de chimiothérapie. Il y a des patients, c'est super dur de perdre les cheveux, de perdre son identité et tout. Puis il y a des jours où on était entre femmes comme ça, parce qu'il y a des jours où il y a plus de cancer du sein ou pas. Puis on rigolait trop, parce qu'il y en a une, elle me faisait trop rire, elle me disait « Mais moi Léa, perdre mes cheveux, c'est perdre la maladie ». Puis après, elle me disait « Regarde, faut que je te montre, j'ai été essayer des perruques ». Puis elle avait essayé toutes les coupes du monde. Puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, dans chacune des situations, on pouvait voir différemment. Puis après, en construisant, là, je commençais un peu à perdre mes stéréotypes sur c'est une personne malade, j'ai pas le droit de lui demander comment est-ce qu'elle va, parce que de toute façon, elle va pas bien. Tout ça parce que je me rendais compte qu'on riait dans le centre de chimiothérapie, qu'on parlait de plein de choses différentes, puis c'était trop bien. En fait, une personne malade, il faut lui demander comment elle va. Bah ouais, passer une personne avant d'être une malade. Oui, c'est peut-être probable, il y a plus de chances qu'une autre personne qu'elle dise « c'est pas terrible aujourd'hui ». Mais elle aura plaisir à dire « c'est pas terrible ». Quand quelqu'un annonce qu'il a un cancer, c'est super dur d'annoncer qu'on a un cancer. Et la personne en face, elle est souvent tellement gênée qu'elle va dire « Oui, moi aussi, la tante de ma mère, de la sœur, elle a aussi eu un cancer puis elle est morte. » Puis après, ah oui, puis ça a été... Et puis en fait, c'est juste qu'ils savent tellement pas quoi répondre qu'ils disent tout ce qu'ils savent sur la maladie. Puis ça crée un super malaise. Puis après, il y a la pitié, puis c'est pas cool, la pitié pour la personne qui est malade. C'est une maladie qui se voit déjà tellement que c'est déjà trop dur. Donc juste rester soi-même, même si c'est pas facile, parce que de toute façon, quand on va être, même moi encore aujourd'hui, quand on est face à quelqu'un qui a un cancer, c'est pas facile ce qu'il renvoie. Parce qu'il renvoie la maladie, sûrement une souffrance, sûrement plein d'effets secondaires. Puis c'est vraiment difficile de lui dire comment ça va, parce que c'est sûr qu'il y a 2-3 jours dans la semaine où ça a dû vraiment pas être cool. Puis peut-être qu'on est dans un de ces jours, mais peut-être que pas. Et puis en fait, elle a eu un truc super cool aujourd'hui. Puis elle sera trop contente de dire « Ah mais c'était trop génial, aujourd'hui j'ai vu ma petite fille, mais un rayon de soleil ». Alors d'abord, avant la chimio, on reçoit la préparation à recevoir les chimios. C'est-à-dire que les chimios sont tellement fortes qu'on reçoit un médicament, notamment la cortisone, et d'autres médicaments pour que notre corps puisse accepter le produit, en fait. Et après, ils arrivent avec les chimios. Et c'est épuisant, donc ça fait dormir. Mais j'ai aussi écouté de la musique, j'ai lu, on passe le temps. J'ai aussi écouté les méditations.
Pour moi, c'était très important quand je recevais les chimios, justement. Je mettais une méditation guidée et je me posais, je respirais. J'imaginais, en fait, mes chimios qui coulaient dans mes veines, mais qui passaient vraiment partout pour tout nettoyer. Ça m'aidait un petit peu à me dire que c'était une bonne chose. J'étais là vraiment pour moi, pour me soigner. J'ai jamais mis les pieds au mur aux chimios en me disant je veux pas ça. Il fallait vraiment l'accepter en me disant que c'était pour moi, ces chimios. C'était pour me soigner, c'était pas pour me rendre malade. Entre-temps, donc après la première injection, le lendemain, j'étais assez bien. Un peu euphorique comme ça, c'est la cortisone, ça rend un peu ouh. Puis après, c'est la chute libre. Ça veut dire que j'ai pas pu me lever pendant 8 jours, je pense. J'étais au lit. J'acceptais que le noir et le silence. C'est super avec des enfants confinés. C'est pratique. Oui. J'ai accepté, je me levais la nuit quand les gens dormaient pour regarder un peu la télé, mais des fois la télé ça bougeait un peu trop vite, ça donnait la nausée. Donc pas manger, enfin j'ai pas vomi, mais j'étais vraiment pas bien. J'ai mangé un paquet de biscottes en une semaine. Aucune force, mais zéro force. J'attendais que le temps passe en fait. J'étais couchée dans le lit et j'attendais que le temps passe. C'est la seule chose que je pouvais faire. Et après, il y a 2-3 jours où je pouvais ressortir un petit peu, faire un petit tour autour de chez moi. Mais attention, 5-10 minutes. Et puis après, chaque jour, j'essayais un petit peu plus, ou d'aller 2 fois, une fois le matin, une fois le soir. Parce que je voulais éviter absolument les gens, pas croiser les voisins, désinfecter, j'avais plus d'anticorps. Donc, un gros boom du Covid, il faut vraiment faire attention à tout le monde. Je croisais des gens, je m'éloignais de 5 mètres. Les 2 derniers jours de ces 2 semaines, j'étais de nouveau bien. Je pouvais remarcher 1 heure, je me ressentais tout bien. Et c'est là, au fait, qu'il faut retourner faire une chimio. Et là, on n'a juste pas envie, parce qu'on était malade 10 jours. On va enfin mieux et on sait qu'on doit retourner. Alors ça, c'est un peu compliqué moralement. Mais voilà, il faut y aller. Alors la deuxième, j'étais la refaire. Et puis ça recommence, 10 jours malade, on attend dans le lit, dans le noir, voilà. Et après on retourne, on va de nouveau mieux, et il faut retourner. C'est très compliqué de se dire on va enfin mieux, et il faut se réinjecter le produit. C'est la seule façon qu'on a de guérir, donc c'est la règle du jeu, ouais, c'est ça. Il faut y aller, il faut foncer. Faut pas trop réfléchir non plus. Ouais. La troisième, ça a été la plus dure pour moi. La dernière, je suis allée vite fait, bien fait. Stéphane, 2 enfants, un job et une malade à la maison. Oui, extrêmement compliqué, je sais pas. Faut pas réfléchir non plus, je crois. Non, faut pas réfléchir. Après, ça faisait mal au cœur de l'avoir comme ça mal. Elle était pâle. J'aurais tellement voulu qu'on... Je pense qu'elle m'a quand même voulu un peu que je sorte pas assez avec les enfants. Que j'aille pas assez dehors. Mais en même temps, pour moi, c'était compliqué à le faire, quoi. J'avais quand même du travail. Je pouvais pas partir non plus n'importe quand, quoi. On sait jamais comment faire pour bien faire, et puis on est toujours plus intelligent, on va dire, après. Hein. Oui, c'était chaud. Après, quand j'avais mes chimios, les enfants, ils allaient quand même chez mes beaux-parents 3 jours. Mm-hmm. Ils avaient été d'accord de les prendre. Ils étaient d'accord de les prendre 3 jours quand j'avais mes chimios, au fait, que je puisse... Parce que là, pour moi, ça aurait été très très compliqué que les enfants soient là. J'étais tellement mal. Ouais. C'était très bien qu'ils soient pas là. Ouais. Et moi, je les supportais pas. Ouais. Et pour eux, ça aurait été très compliqué de me voir, je pense, mal comme ça. Violent, quoi. Ouais. Voire choquant. Je pense, ouais. La suite, c'était 3 semaines de vacances. Là, je me souviens, on a profité pour aller manger chez des amis aussi. On avait fait des petites choses comme ça, mais quel bien c'était de sortir. C'est la première fois que je ressortais de la maison, je crois. Entre maison et hôpital, c'est la première fois que je voyais autre chose. Et les enfants avaient pu recommencer l'école aussi. Ils ont recommencé 1 semaine ou 10 jours après la rentrée officielle. Je voulais pas qu'ils recommencent tout de suite parce que j'avais cette dernière chimio à faire qui me vidait tout. Et j'ai dit,
s'il me ramène quelque chose de l'école, moi je vais être vraiment pas bien. Du coup, on avait prolongé. Ça avait été dur, ça. Ils attendaient tellement de retourner à l'école et puis de revoir les copains et tout. Puis nous, non, en fait, il faut rester encore 10 jours à la maison. Et après ces 3 semaines, j'ai commencé une autre chimio où là, c'était chaque semaine pendant 12 semaines. Je crois que le plus gros exemple que j'avais eu, c'est qu'on faisait des consultations infirmières avant la chimio, puis on parlait un peu de tout. Puis on parlait de la sexualité. Puis moi, j'ai jamais pensé parler de la sexualité dans un centre d'oncologie. Puis après, je me suis dit, mais pourquoi en fait? J'ai jamais pensé. Puis en fait, parce que quelqu'un qui est malade, pourquoi? Déjà, il a tout son corps qui change, il est malade, il est pas bien, pourquoi il aurait envie d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint? Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, non. Parce qu'en fait, c'est la vie. Et puis qu'il y aura des moments où ça fait du bien dans la vie. Et puis il y a beaucoup de gens qui savent pas que, par exemple, les chimiothérapies, elles se transmettent par les voies sexuelles aussi. Puis si les personnes, elles se protègent pas par voie mécanique, donc un préservatif, le conjoint, il peut avoir des effets secondaires et puis il sera un peu irradié par la chimio. Et puis ce que j'ai aussi envie de dire, alors c'est peut-être que j'ai eu de la chance, mais j'ai vu le docteur Brulart opérer. Et vraiment, je me suis dit, waouh. À l'époque, un cancer du sein, souvent on voyait qu'après l'opération, une dame, elle avait le bras qui gonflait, ça s'appelle un lymphœdème, c'était affreux, ça fait super mal. On n'arrivait pas à résorber, après ils ont comme un bras d'une personne obèse, puis ça part pas, puis c'est vraiment... Non mais vraiment horrible, parce qu'en fait c'est juste qu'on a un ganglion qui s'appelle le ganglion sentinelle, qui peut être touché ou pas par le cancer du sein, puis s'il est touché, il faut l'enlever. Le ganglion, il va être responsable de tout le système lymphatique du bras, donc de drainer. Puis si on l'enlève, forcément qu'il y aura des problèmes. Puis maintenant, on arrive vraiment à des fois le préserver. Et moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que quand il opérait, il disait « Je veux que la cicatrice, ça soit la plus belle cicatrice pour la femme. Parce que la femme, elle va garder un corps de femme, puis je veux qu'elle se trouve belle. » Et ça, je m'étais dit « Mais c'est tellement bien !» Et il avait fait une cicatrice tout autour du mamelon pour que quand il recouse, ça se voit pas du tout. Et ça se voyait pas du tout. Et là, je me suis dit, on a vraiment fait un pas. Il y a la tumorectomie, donc c'est-à-dire qu'on enlève juste la tumeur et puis on gratte un peu autour. Puis il y a la mastectomie. La mastectomie, on va vraiment enlever le sein. Donc ça dépend vraiment du type de cancer. Là, il avait pu garder parce que c'était une tumorectomie. Et puis après, il y a aussi beaucoup de choses qui se sont développées. Par exemple, il y a des femmes qui sont spécialisées dans le tatouage du mamelon post-mastectomie. Et ça, c'est tellement la classe. C'est-à-dire que la femme, quand elle va... Des fois, il y a des femmes qui font une reconstruction, donc ils vont mettre de la graisse ou bien une prothèse. Mais voilà, comme on a dit, souvent le mamelon, il a été touché, voilà, puis il est plus exactement comme avant, ou alors il a été enlevé. Puis du coup, il y a une cicatrice. Puis il y a l'apparence du sein parce que il y a quelque chose à la place, mais il n'y a plus l'apparence physique avec le mamelon, qui est quand même super caractéristique chez la femme. Et maintenant, il y a des femmes, c'est surtout des femmes que j'ai vues, mais je suis sûre qu'il y a des hommes aussi, qui se sont spécialisées dans le tatouage de la reconstruction. Elles dessinent un faux mamelon en fonction de l'autre mamelon. Et franchement, c'est bluffant. Je quitte Léa et profite également de la remercier chaleureusement et retrouve Floriane qui va nous expliquer comment ça se passe la deuxième partie. Il faut dire ce qu'il en est. Tous les mardis, j'allais pour dîner, moi. J'avais rendez-vous à 9h. J'allais pour 9h matin, souvent. Je ressortais vers 13h. Ça fait 4 heures de temps. D'abord, quand ils me mettaient le premier produit, je dormais une demi-heure. Et après, on venait discuter. Ça avait vraiment changé par rapport au Covid. Tous les mardis, je faisais mon petit sac. J'allais faire mes petites chimios. C'était vraiment le rituel de la semaine. On nous a demandé de temps en temps si on pouvait nous aider ou comme ça. Le problème, c'est que quand on nous demande, en principe, on ne sait pas quoi, comment. On ne sait pas donc, quoi demander. Et puis, on a toujours de la peine, c'est vrai, à dire oui aux gens, quoi.
Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques personnes qui nous ont plutôt imposé des choses, puis on les remercie. Donc par exemple, moi j'avais ma tante qui nous préparait à dîner, qui nous faisait des Tupperware, tout ça, pour une bonne partie de la semaine. Ça... Il y a aussi d'autres amis qui ont dit je t'ai préparé une lasagne, je viens te l'amener. Et ça, c'était vraiment une aide. Ceux qui nous disaient qu'est-ce que je peux faire pour toi, on n'allait jamais pouvoir leur dire quelque chose, en fait. Il fallait vraiment qu'on nous impose de l'aide qu'ils pouvaient nous amener. Ouais, vraiment, je pense que ça, c'est important, d'imposer. Aujourd'hui, je vais à la piscine, je prends tes enfants. Ah ben, merci. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez pu retrouver aussi peut-être un peu d'intimité dans votre couple? Ah non, on a toujours eu un peu d'intimité dans notre couple. C'est vrai? Oui, on a réussi à... Ouais. Ouais. Ok, depuis le début, même la première grosse chimie, on était vraiment mal pendant les 8 jours, quoi. Alors, pas les 10 premiers jours. Ouais. Oui, effectivement, quand on parle rapport sexuel et chimio, souvent on dit que c'est pas possible ou que ça va pas le faire. Ou je sais pas qu'est-ce que les autres peuvent en penser. Bah voilà, nous ça n'a pas été trop un souci. Il faut par contre bien mettre des préservatifs, que ça on nous avait pas dit par exemple, pour protéger monsieur au fait des produits qui attaquent. Effectivement, la sexualité durant un cancer, c'est une question importante que j'ai posée également à Léa. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que, par exemple, les chimiothérapies, elles se transmettent par les voies sexuelles aussi. Puis si les personnes, elles se protègent pas par voie mécanique, donc un préservatif, le conjoint, il peut avoir des effets secondaires et puis il sera un peu irradié par la chimio. Donc souvent, en fait, on ne le transmet pas aux patients parce qu'on a peur de parler de ça. C'est super tabou dans la sexualité dans la vie. Mais en plus, chez quelqu'un de malade, mais t'es taré. Et chez les gens qui ont un cancer, souvent, elles vont pas penser à ça. Puis quand on leur en parle, elles disent « ouais, c'est vrai en fait ». C'était quoi les réactions que t'as eues quand tu leur parlais de la sexualité? C'était plutôt, je sais pas trop si on va continuer ou pas, mais c'est cool d'avoir cette info. Ou bien justement, j'y avais même pas pensé parce que... c'est normal, hein, quand on apprend qu'on a un cancer, c'est pas le premier truc auquel on pense. Mais voilà, puis souvent, après, il y avait des rires aussi, puis c'était surtout avec les femmes qu'on abordait ça, puis on était entre femmes, et puis on rigolait par rapport à ça. Il y a beaucoup de revalorisation des soins d'infirmiers en ce moment, puis souvent, quand on voit l'infirmière, on voit l'infirmière qui fait une toilette, ou bien qui fait une prise de sang. Moi, quand j'ai pu parler de sexualité, quand j'ai pu parler de tous les effets secondaires avec mes patientes, que j'ai pu rire, que j'ai pu apporter quelque chose, là, je me suis dit, là, je suis dans mon rôle d'infirmier. Un cancer, c'est violent, ça touche la personne, mais également tout son entourage. Mais j'ai quand même demandé à Floriane si, à travers toute cette maladie, elle a eu des moments de bonheur, de joie, et voici sa réponse. Moi, j'ai deux moments qui étaient vraiment jolis. C'était le 14 avril, on avait notre anniversaire de mariage. Et les garçons, ils s'étaient déguisés. Ils avaient pris la guitare électrique jouet, donc ils avaient fait un tambourin, ils nous avaient fait un concert pour notre anniversaire de mariage. Donc on était confinés, j'étais malade. Et eux, ils avaient fait un spectacle. C'était magnifique. C'était vraiment super chou. Et puis un deuxième moment, c'est nous avec les enfants, ils ont des ressources incroyables. J'étais allée au magasin des perruques pour choisir des foulards pour mettre sur la tête. Et quand je suis rentrée, ils m'ont préparé une fête, mais genre une kermesse. Donc ils avaient préparé un apéro dînatoire, ils avaient mis des ballons, et ils avaient fait une tombola. Alors je sais pas d'où ils avaient cette idée, mais on pouvait gagner des lots, alors un rouleau de scotch, un stylo mâchouillé, voilà le style de l'homme. Ils avaient préparé la guirlande avec les petits tickets à tirer, alors, c'était spectaculaire.
aussi pendant cette période chimio, je me suis fait une amie chimio, on peut dire ça comme ça, où on planifiait plus ou moins nos chimios en même temps pour se retrouver ensemble. Elle était là aussi quand je recevais la poche de sang. Et ça m'a beaucoup soutenue qu'elle soit là. Par le passé, elle avait un cancer généralisé. C'est ce qui me fait aussi pleurer. Elle a été là tout le temps quand j'en avais besoin. Elle est partie. Ah bah non, c'est sûr que c'est mon ange gardien. On passe au deuxième chapitre de ce podcast qui consiste à l'ablation des seins, soit la mastectomie, voire la double mastectomie, qui est selon moi un des gros chapitres aussi du cancer du sein qui touche la femme directement dans sa féminité. Et là encore, Floriane a bien voulu répondre à mes questions. C'était le 18 septembre, je crois que j'ai eu l'opération. Pour moi, c'est un processus quand même assez compliqué d'enlever les seins. C'est pas que je savais que je voulais le faire, que ça allait être facile de le faire. C'est quand même bien différent. Je savais, j'étais déterminée, mais c'était un peu compliqué. Et j'ai fait des rituels, j'ai fait une fête des seins, ouais. On peut dire ça comme ça. Alors, j'ai fait plusieurs choses. D'abord, je suis allée chez un photographe pour me faire photographier les seins. Je suis allée chez un photographe pour me faire photographier les seins. C'était particulier comme moment quand même, faut dire. C'est assez spécial. Il m'a dit que j'étais la 7e qui allait se faire photographier les seins chauves pour la double mastectomie. Et j'ai aimé le faire parce que forcément, quand on sait qu'on doit enlever ses seins, on les trouve super beaux, nos seins. Jusque-là, on les avait jamais trop regardés, mais d'un coup, ils sont magnifiques. On n'a pas envie de les enlever. Ça reste un souvenir. Alors maintenant, je ne regarde jamais ces photos. Peut-être qu'une fois, je vais les voir. Enfin, ça me fait ni chaud ni froid si je les regarde. Mais... C'est plus le rituel et le passage. Ouais, c'est ça. De le faire que le après. Quoi. Exactement. J'avais vraiment besoin, sur le moment, de rendre un peu hommage à ces seins qui m'ont accompagnée pendant 35 ans, quand même, qui ont plus ou moins nourri mes enfants. Et puis j'ai fait une deuxième journée avec 2 amies. On est allé, elles m'ont fait vraiment un massage du corps où c'était vraiment dans l'intention de dire au revoir à ses seins. Après on est aussi allé dans la forêt, on avait décoré un bâton, enfin vraiment juste un rituel, prendre un moment pour ça. Et pas, c'est quelque chose d'important, on n'a pas forcément envie d'y passer, mais je pense que plus on prend du temps à s'imaginer qu'on va le faire, plus c'est facile après. Moi, j'ai eu beaucoup de peine, il m'a fallu plusieurs semaines pour voir au fait qu'ils n'étaient plus là, pour voir les cicatrices. Ça a été, pour ça, les enfants, ils ont assez rapidement voulu voir qu'il n'y avait plus rien. Alors que moi, il m'a fallu, je pense bien, presque 2 mois pour plus voir, pour regarder, pour oser regarder. Regarder et toucher peut-être aussi, mais d'abord regarder. D'abord regarder, toucher c'est venu encore plus tard, je dirais. Ah ouais. Et puis ça te faisait peur, ou est-ce que tu te disais je reconnais plus ma femme, ou t'avais mal pour elle, t'arrives à dire qu'est-ce qui te retenait dans ce chemin? Je dirais que c'est quand même une mutilation, ça... Bon, moi personnellement j'ai aussi des cicatrices,
Je sais que c'est pas très joli, parfois le regarder les autres, c'est pas toujours agréable à voir. Là, le problème, c'est que j'avais vraiment envie de voir ces cicatrices qu'elle avait, mais mon cerveau bloquait, quoi. Mais après, ça m'a libéré quand le moment venu, quand j'ai osé le faire, on va dire que après, ça m'a libéré, quoi. Ouais, c'est devenu normal, quoi, disons. Ouais, ça me choque plus autant. J'ose aussi, voilà, toucher les cicatrices. C'est plus du tout une barrière, on va dire. Alors oui, j'ai dû réapprendre, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est inévitable. D'ailleurs, il m'a fallu un moment pour retoucher, entre guillemets, la poitrine, quoi, le torse. Hein. On apprend à faire d'autres choses différemment. L'être humain s'adapte. Hein. Ouais, c'est cool. Alors, pour moi, le plus compliqué, ça a vraiment été le moment où j'ai dû aller en salle d'opération pour les enlever. Ça, c'était horrible, ce moment. Je me tenais les seins, vraiment. Et puis, quand elles m'ont endormie, l'infirmière m'a fait un câlin, elle m'a dit tout va bien se passer. J'étais ok de les enlever, mais c'était très compliqué, ce moment où on sait qu'on va se réveiller sans, en fait. Et puis, quand je me suis réveillée, étonnamment, j'étais bien. J'ai assez vite voulu voir, en fait. C'était ok pour moi. C'était pas beau, mais c'était ok. Elle m'a vraiment demandé si c'était ok pour moi, bienveillante. Elle m'a dit je dois changer les pansements. Est-ce que vous voulez regarder, est-ce que vous voulez pas regarder, comment est-ce qu'on fait. J'ai vraiment pu choisir moi comment est-ce qu'on allait faire cette suite en fait. Le rythme de... Ouais, parce qu'il y a des personnes qui peuvent pas voir les cicatrices avant plusieurs jours. Moi, tout de suite, j'ai dit non, c'est ok, on va gentiment, on commence par celui-là, on tire gentiment le pansement, et puis j'ai le jour même ou le lendemain, dès qu'il y a eu un changement de pansement, j'ai regardé mes cicatrices. Et c'était ok, c'était accepté en fait. Alors je dis pas que c'est la fête tous les jours, que je regrette jamais mes seins comme ça, mais je suis ok. Et je pense que ça aide aussi à avancer. À fond. Ouais. Est-ce que tu penses déjà à la reconstruction ou est-ce que pour toi tu te dis je vais rester comme ça? À quoi tu penses en fait à ce moment-là? Alors au tout début je voulais pas, je voulais la reconstruction directe. Tu peux faire ça? S'il n'y a pas de rayons après c'est possible, oui. Mais comme j'ai eu la radiothérapie, les rayons, j'ai pas pu avoir la reconstruction directe. Donc là, je m'étais fait l'idée que j'allais être plate quelque temps. Et après, oui, on se demande comment ça pourrait être. Et en même temps, moi, personnellement, je suis pas prête à m'investir là-dedans maintenant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a la radiothérapie, il faut au minimum 1 année avant d'avoir une reconstruction. J'ai de la chance d'avoir contact avec la dame qui a fait les perruques, qui s'occupe aussi des prothèses mammaires. Et c'est elle qui m'a tout dit en fait, parce qu'au niveau médical, c'est très compliqué d'avoir des informations. Elle m'avait déjà prévu un soutien-gorge post-opératoire avec des mousses, que quand je ressors de l'hôpital, je puisse quand même avoir des seins. Je trouve que c'est hyper important. Mais si on écoute les médecins, on y va 3 semaines après se faire opérer, donc on vit 3 semaines sans rien et c'est normal pour eux. Enfin, pour moi, c'est pas juste, ça marche pas comme ça. Déjà à l'hôpital, si je voulais sortir de ma chambre, il me fallait des seins, je pouvais pas sortir plate. J'ai eu ces mousses pendant 6 semaines, je crois, et après maintenant j'ai des prothèses mammaires qui ressemblent à des seins. Je peux aussi aller à la piscine. C'est vrai? Il y a les prothèses de sport qui permettent de faire du sport, c'est plus facile. Et puis aussi des costumes de bain, super jolis costumes de bain avec... je mets mes prothèses dedans, on voit rien du tout. On passe incognito. Ouais, ils font vraiment des belles choses, mais pour ça il faut
il faut se renseigner un peu par soi-même quand même. Je suis partie à la rencontre de Nathalie qui m'a parlé effectivement de la lingerie pour les femmes qui subissent une ablation des seins. Oui, je m'occupe également des prothèses mammaires externes pour les femmes qui ont subi l'ablation d'un sein ou une tumorectomie. Des fois, il n'y a qu'une partie du sein qui est enlevée. Il peut aussi y avoir des différences de volume, donc c'est là que j'interviens pour leur procurer au fait, une prothèse mammaire externe. Il y a plusieurs formes différentes, il y a plusieurs textures différentes que je vais conseiller suivant l'âge de la personne et puis le grain de peau de la personne. C'est vrai que je ne vais pas conseiller la même prothèse à une personne qui a 30 ans qu'à une dame qui a 70 ans parce que la peau n'est plus la même. Donc là aussi, il faut quand même prendre pas mal de temps pour faire les essais. J'aime bien présenter plusieurs modèles différents pour que les dames puissent essayer et puissent sentir aussi les textures différentes d'une prothèse à l'autre. Donc il y a en première partie des prothèses mammaires externes post-opératoires qui vont être portées vraiment directement après l'opération. Parce que c'est vrai que quand elles sortent de l'opération, la cicatrice est fraîche, mais si on met rien, c'est un vide, hein. On se sent déséquilibré, on n'a plus qu'un sein, c'est toujours difficile à vivre. Donc il y a ces premières prothèses qui sont comme de la mousse, qui vont juste permettre d'avoir un petit volume, le temps de la cicatrisation. Et environ un mois et demi après, s'il n'y a pas de problème d'œdème lymphatique, on peut passer sur la prothèse mammaire externe avec un mélange de gel et de silicone qui là aura la texture vraiment d'un sein naturel. Donc ces prothèses-là prennent aussi la chaleur du corps, ce qui fait que la personne ne sent plus qu'elle a quelque chose d'externe, qu'elle a un moyen auxiliaire. Donc c'est vraiment, Après c'est clair que ça reste quelque chose d'externe, donc il y a du poids, il faut aussi qu'on laisse le temps à son corps de s'habituer à ça. Et c'est des soutiens-gorge adaptés dans lesquels on va pouvoir glisser la prothèse. Il y a des petites poches qui vont accueillir justement cette prothèse-là. Et puis pour pas que ça se voit. Bien évidemment, il y a aussi toute la collection de maillots de bain. Voilà, exactement. Parce que c'est pas parce qu'on a été opéré qu'on n'a plus le droit d'aller à la piscine et nager. D'autant plus que la nage est vraiment conseillée et bonne pour le dos. Et puis lorsqu'il y a aussi... quand ils enlèvent les ganglions, c'est toujours bien. Ça fait circuler aussi toute la lymphe dans le bras. Donc c'est vraiment important de nager. Donc il ne faut pas que ces dames s'en privent parce que vraiment il existe des très beaux maillots de bain. C'est chaque saison qui sort une nouvelle collection avec des tissus joyeux. Enfin voilà, il y a vraiment des belles choses. Il y a des 2 pièces, il y a des 1 pièce, il y a pour tous les goûts. Et puis c'est des modèles automatiquement qui vont tailler un petit peu plus haut au niveau du décolleté pour que la prothèse soit bien tenue quand elles font des mouvements ou si elles se penchent en avant. Et puis comment elles sont par rapport à leur cicatrice? Est-ce que tu as eu des moments peut-être spéciaux à nous partager? Oui, c'est vrai que c'est jamais évident. Il y a des dames même qui sont venues vers moi qui n'ont jamais encore osé se regarder. Donc elles ont demandé à quelqu'un qu'on leur change les pansements et elles n'ont jamais osé se voir dans la glace avec plus qu'un sein. Donc c'est vrai que c'est toujours un moment assez prenant parce que la personne, soit elle se découvre ou alors elle n'ose toujours pas se découvrir et puis il faut tout faire un peu en cabine. Et puis quand même aussi un petit peu lui dire que petit à petit, il faut qu'elle apprivoise aussi sa nouvelle image. Parce que on n'est pas toutes pareilles, on ne réagit pas toutes la même chose. Donc je dois m'adapter aussi à chaque fois aux réactions des personnes. Merci beaucoup. Plaisir. On peut dire que c'est fini ou est-ce qu'on peut jamais dire que c'est fini? Comment tu te sens aujourd'hui? Je sais pas si un jour on peut dire que c'est fini, mais là j'ai envie de dire que ça l'est pas. Donc ça fait 2 ans de tout ça, mais il y a encore beaucoup de contrôle. C'est lourd en fait. J'ai vraiment espoir qu'un jour je peux revivre normalement. C'est juste que là, pendant quelques années, je sais pas si ça va être 5 ans, 10 ans,
Chaque fois que j'ai le moindre petit problème, il faut faire tous les contrôles. Ouais. C'est lourd, c'est stressant, ça prend du temps, c'est pénible, on n'a pas envie. C'est compliqué. L'après-cancer est très compliqué quand même. Il y a la fatigue. La fatigue, elle est hyper pesante. J'ai l'impression que les chimios m'ont cassé pas mal de neurones quand même. Mon cerveau, il fonctionne moins bien. J'ai des pertes de mémoire de mon année 2019, par exemple. J'ai mal au bout des doigts, aux orteils, à cause d'une chimio qui fait ça. J'ai encore mal des rayons à l'épaule, j'ai encore les côtes qui me font mal. Même si ça fait 2 ans, c'est encore lourd. Faut pas croire que les chimios sont finis, que j'ai repris le travail, que c'est réglé. Et dans la tête des gens, c'est facilement comme ça. C'est presque là le plus dur. Ok. Mais là, t'aurais besoin de quoi? Là, tout va vite. On me voit comme quelqu'un en bonne santé maintenant. Oui. Je suis fatiguée, je suis vraiment fatiguée. Stéphanie doit encore faire beaucoup de choses. Et les gens, c'est comme si j'étais vraiment en santé. Ouais. Aussi pour le travail, c'est pas évident. Tout est compliqué pour moi. Dans ma tête. En 2021, j'ai eu pas mal de crises d'angoisse. Ouais. Là, c'est passé. Mais je suis plus la personne que j'étais avant. Ça veut dire que aller dans des foules de gens, bon, les gens vont dire, c'est à cause du Covid, mais moi, je pense que c'est quand même un peu différent. Je me sens vite mal. J'aime pas, par exemple, des journées surprises. Moi, j'ai besoin de savoir un peu Qu'est-ce qui va t'arriver? qu'est-ce qui va m'arriver. Ouais, j'ai pris environ 30 ans d'un coup, quand même. Psychologiquement, physiquement, moi, je le dis, j'ai pris 30 ans. Il faut vivre avec. Ça veut dire que t'es quelqu'un de méga sage, alors. Voilà, je sais pas si c'est bien. Est-ce qu'il y a des phrases que tu peux plus entendre aujourd'hui? Par exemple, les gens qui disent ton cancer, c'est quelque chose que tout de suite j'ai pas voulu entendre. C'était pas mon cancer, c'était un cancer qui est venu puis qui est reparti, mais il m'appartient pas en fait. Je voulais encore dire que quand j'étais malade avec les chimios, j'ai croisé plein de monde qui m'ont dit « Ah oui, j'ai appris que tu étais malade. Ah, tu sais, mon grand-père, il est mort d'un cancer, de je sais pas quoi. Ah, tu sais, ah oui, j'ai une amie, elle est tellement malade à cause de son cancer. » Mais ça, c'est horrible. Il faut jamais dire ça à des gens qui sont malades, en fait. Je pense que c'est important de demander comment la personne va, de dire qu'on est de tout soutien avec elle, mais il n'y a pas besoin d'en rajouter. I am not a raincoat here to keep you warm. Then go back in the closet after the storm. No, I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend till the end. Et puis pour terminer ce podcast, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent? Toi, Floriane, qui a eu un cancer. Que c'est pas une période facile, c'est un marathon, c'est un grand chamboulement, ça perturbe une vie, que c'est pas cool, plein de choses, mais en même temps de rester positif, je pense que ça amène beaucoup de choses, d'aller petit pas par petit pas pour avancer le mieux possible, gentiment mais sûrement, de se dire qu'on a les traitements qui sont là pour nous aider, de les prendre du bon côté, ces traitements, qu'il faut surtout se faire plaisir dès qu'on peut, profiter des bons moments, et puis voilà. Et puis toi, Stéphane? Je pense que c'est très important de toujours bien suivre la personne qu'on accompagne. C'est important d'aller aux rendez-vous médicaux, de donner tout le soutien qu'on peut. Même si la personne a dit non, mais c'est bon, je peux aller toute seule, s'imposer, parce qu'on sait que c'est toujours plus facile d'être deux que de se retrouver seul, hein, que ce soit pour une mauvaise annonce ou pour des résultats. Si on nous propose de l'aide, à ne pas refuser. Hein. Et puis, beaucoup toujours
parler avec voilà, la personne qui doit subir tous ces traitements, son conjoint, sa conjointe. Donc, il faut qu'il y ait une discussion, de savoir quel est son état d'esprit à ce moment-là, est-ce qu'elle est positif et négatif. Et puis, quand même, essayer de se projeter un peu dans le futur, quoi, en se disant que tout ira bien. Et puis, avoir quand même des projets communs. J'ai quitté Stéphane et Floriane avec beaucoup d'émotions, de gratitude, mais aussi de reconnaissance de nous partager un bout de leur histoire afin que d'autres personnes qui doivent passer par ce chemin douloureux puissent aussi savoir à quoi s'attendre. Je remercie infiniment toutes les personnes qui ont participé à ce podcast et merci à vous de me faire confiance et de l'avoir écouté. Je vous aime fort. Tchuss. All be okay. I don't know when it all turns to